Dans le précédent épisode dédié au build d'un PC sous Windows 98, je m'étais attelé au choix d'un processeur et d'une carte mère. Et comme j'étais incapable de me décider entre Intel et AMD, j'avais décidé de garder les deux, au moins pour le moment. Aujourd'hui, je vais installer Windows 98 sur chacune des plateformes, déjà pour voir si le support des drivers est correct, mais aussi pour essayer de détecter d'éventuelles surprises. Et spoiler, il y en a quelques-unes, mais rien d'insurmontable, heureusement. Ah oui, et j'ai aussi une histoire drôle à vous raconter. J'avais dit que l'alimentation toute neuve Corsair que j'utilisais n'était pas compatible avec la carte mère AMD, car le connecteur ATX était bloqué physiquement par le connecteur IDE, donc je ne pouvais pas le brancher. Et du coup, après la sortie de la vidéo, je suis allé sur Le Bon Coin et j'en ai acheté une autre, de marque Corsair également, mais qui cette fois est compatible. Mais il s'avère que grâce aux commentaires dans la vidéo, j'ai appris qu'il existait des adaptateurs qui m'auraient permis de juste brancher mon alimentation sans devoir en acheter une autre, mais ça je ne le savais pas. Alors en fait, là où ça devient drôle, c'est que je me suis rappelé que j'avais déjà un de ces adaptateurs en question. Alors en fait, c'est plus une rallonge qu'un adaptateur, J'avais acheté ça à une époque où j'avais un boîtier qui était vraiment très grand, et du coup les câbles de l'alimentation étaient trop courts, et donc j'avais acheté ça pour faire office de rallonge. Mais comme le connecteur côté carte mère peut se séparer, ça peut faire office d'adaptateur. Donc je testerai ça aussi. Alors pour mes tests, je vais avoir besoin d'ajouter quelques périphériques. Il me faut donc un lecteur CD, afin de lire le support d'installation de Windows 98. Un lecteur de disquette, car le CD-ROM n'est pas bootable. Et enfin, un disque dur. Je vais même en prendre deux, un pour chaque plateforme. J'ai un 160 Go et un 500 Go, tous deux à 7200 tours par minute. C'est complètement excessif pour Windows 98, mais ça fonctionnera bien. Et bien sûr, ne pas oublier les câbles qui vont bien. Alors la nappe floppy est un peu courte, mais elle fera l'affaire pour les tests. Je dois mentionner qu'au début, je voulais utiliser une carte compact flash à la place des disques durs. Et alors certes ça fonctionnait, mais les performances étaient très mauvaises, le système était lent et j'avais plein de micro-freeze, je suis donc revenu sur les disques durs. Allez, c'est parti pour le branchement. Et là on ne le voit pas, mais j'ai placé une petite serviette sous le lecteur CD afin d'absorber un peu les vibrations. Ça évite qu'il y ait un vrombissement présent dans tous mes rushs, tout simplement. Alors ne vous moquez pas, mais comme je n'ai pas de vraie table de benchmark, je me suis bricolé un petit support pour pouvoir empiler les composants à côté de l'écran. Je précise qu'il s'agit là de la carte mère Asus avec l'AMD Athlon XP 2200+, et 512 Go de RAM. C'est ça que j'appelle la plateforme AMD. Concernant les supports d'installation, j'ai téléchargé sur internet une ISO de Windows 98 SE et la disquette de boot qui va avec. Je vous laisserai trouver les liens car ils ne sont pas tout à fait officiels. Pour une raison inconnue, mon lecteur de disquette USB fonctionne mieux lorsque je le démonte. Et donc là, ça me permet de voir que pendant que la copie s'opère, on voit la tête de lecture qui se déplace progressivement sur la surface magnétique. C'est amusant. Alors, avant de commencer l'installation, un petit mot sur la ventilation. J'avais dit dans l'épisode précédent que le ventilateur tournait toujours à fond, en fait ce n'est pas le cas. Il démarre toujours au maximum, mais il réduit sa vitesse palier par palier, ce qui fait qu'au bout de 3 minutes environ, il se fait beaucoup plus discret, et ça c'est fort appréciable. Allez, c'est parti, on boot sur la disquette. Étant donné que Windows 98 ne peut pas partitionner et formater les disques, je vais devoir le faire à l'aide d'un des outils présents sur la disquette. Je vais pour cela lancer fdisk, qui n'est pas du tout le même utilitaire que sous Linux, je précise. Je lui demande de créer une partition de 2 Go. Alors oui, ça paraît peu, mais Windows ne prend que 500 mégaoctets environ, et c'est surtout pour me faciliter la vie lors du formatage et lors des sauvegardes. Ce sera plus simple avec des petites volumétries. Il est désormais temps de formater la partition avec la célèbre commande format C2. Et comme il n'y a que 2 Go et que le disque est plutôt rapide, ça ne prend que quelques secondes.
Maintenant, il me reste à lancer l'installation à partir du CD. Alors, ça a été super rapide et on n'a quasiment rien vu à cause de mon écran qui se rafraîchit trop lentement, mais ScanDisk vient de faire une vérification des disques et tout va bien. Donc, continuons. Voici maintenant le véritable installeur de Windows 98. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Pour ma part, ça devait bien faire 15 ans ou plus que je ne l'avais pas vu. Et en plus, la souris fonctionne, c'est parfait. Je commence par accepter le contrat de licence, que j'ai bien sûr lu. Je saisis maintenant la clé de produit. Alors il s'agit d'une clé trouvée sur internet assez facilement, mais je vais tout de même la flouter au cas où, on ne sait jamais avec YouTube. Au niveau des options d'installation, je vais laisser le package par défaut, c'est le plus simple. Nom et société, je vais mettre ordine obsolète pour les deux. Alors le choix des composants me paraît un peu redondant avec l'écran d'avant, et là encore je vais laisser le choix par défaut. Nom de l'ordinateur, je vais mettre Athlon 98. Groupe de travail, je vais mettre le classique, c'est-à-dire Workgroup. Et enfin pour la description, je vais mettre 98 Gaming Rig. Emplacement géographique, France. Disquette de démarrage. Je dois cliquer sur suivant, mais je vais ensuite annuler car j'en ai déjà une qui marche bien. Et c'est parti pour la copie des fichiers. J'accélère un peu, mais en réalité ça a pris à peu près 4 minutes, ce qui est très correct. Petit détail amusant, mais ce message qui nous demande de nous inscrire chez Microsoft s'apprête à sourire. En fait, à l'époque de Windows 98, Microsoft vous demandait poliment de bien vouloir vous-même envoyer de la télémétrie par téléphone ou par courrier. Ça a bien changé depuis, n'est-ce pas? Et c'est parti pour un premier redémarrage. Alors on est de retour dans l'installeur et il semble cette fois essayer d'identifier tous les composants du système. Là encore, il faut patienter quelques minutes et la procédure ne demande pas d'action de ma part. Encore un reboot. Et alors là, pour la première fois depuis l'installation, on a pu apercevoir le boot screen de Windows 98. Moi, ça m'a donné un petit frisson car ça me rappelle pas mal de souvenirs. Encore un tour dans l'installeur avec la détection de périphériques qui se poursuit. Le petit tambour, ça aussi ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Ça a totalement disparu depuis. Et encore un redémarrage. Cette fois, on arrive bien sur Windows 98. Je ne vais pas mettre de mot de passe car vu la sécurité du truc, ça ne me semble pas utile. Il détecte mon écran, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait besoin de driver. Donc je vais juste cliquer sur suivant jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit utiliser un pilote générique. Et voilà, le voilà enfin, le bureau de Windows 98. Dommage qu'il manque le son, ça aurait été parfait. Jetons un coup d'œil à cet écran d'accueil. Inscrivez-vous, non merci. Connexion à Internet. Grâce à Internet, vous pouvez échanger du courrier électronique, email, consulter les dernières actualités et visiter des sites web à travers le monde. C'est tellement vieux tout ça, c'était l'Internet des années 90, ça a tellement changé depuis. Découvrez Windows 98. Ok. Maintenance. D'accord. En fait, le coup de l'Internet m'a tellement amusé que je passe vite fait le reste. Allons faire un tour dans le gestionnaire de périphériques. Comme on peut le voir, il manque beaucoup de drivers et la carte graphique utilise un pilote par défaut qui ne permet pas de faire grand chose. La prochaine étape va donc être de télécharger et installer les drivers.
Asus fournit les drivers Windows 98 pour la carte mère, il me suffit donc de les télécharger. Pour le pilote Nvidia, j'ai eu un peu de mal à trouver, mais dans Product Type, il faut choisir Legacy, ce qui permet de sélectionner ma GeForce 4 MX 420 ainsi que Windows 98 en operating system. J'ai également pris des drivers non officiels pour le support des clés USB, mais j'en reparlerai. Alors étant donné que l'USB ne fonctionne pas encore, afin de pouvoir copier les drivers, j'ai extrait le disque et je l'ai branché sur mon laptop à l'aide d'un adaptateur IDE vers USB. Et je les copie dans un répertoire nommé Driver qui sera sur le C2. J'en ai profité pour faire une sauvegarde, ça me permettra de revenir en arrière si besoin. J'ai pour cela utilisé la commande DD qui permet de faire une copie bas niveau de la partition entière. Faites attention avec cette commande car si vous vous trompez dans l'ordre des options, eh bien vous pouvez écraser le mauvais disque dur et perdre des données importantes. À vos risques et périls. Et justement, étant donné que 2 Go c'est un peu faible pour installer des jeux, j'ai utilisé Gparted pour créer une seconde partition. C'est bon, je peux désormais rebrancher le disque et démarrer Windows 98. Je vais commencer par installer les drivers du chipset. La procédure est simple, en revanche, je me suis aperçu d'un comportement un peu agaçant de Windows 98, à savoir qu'il change les lettres des lecteurs. Mon lecteur CD était le D2, mais vu que j'ai créé une partition data sur le disque, il est passé en E2. Et donc, lorsque des drivers ou logiciels ont besoin du CD de Windows 98, ils le cherchent encore sur le D2. Il faut donc leur indiquer sans arrêt qu'il s'agit maintenant du E2. Et là encore, ça ne suffit pas. Il faut sélectionner le dossier Win98, sinon ça ne marche pas. Vous voyez, rebelote un peu plus loin. Je dois à nouveau spécifier le E2. Win98. Au terme de l'installation du driver, celui-ci me demande de rebooter, ce que je fais. Et là je me suis rendu compte d'un autre truc agaçant, c'est que le boot est maintenant beaucoup plus long. 47 secondes pour démarrer au lieu de 13 secondes, c'est dingue. Mais ça j'en reparlerai plus tard. Ah, il y a maintenant du son. Et cette musique qu'on entend, c'est celle de la présentation de Windows 98. Je vais la couper car je la trouve un peu agressive. Désolé si certains d'entre vous aiment bien. Bref, c'est maintenant bon pour les pilotes du chipset, même s'il reste encore un périphérique non reconnu, PCI Universal Serial Bus, mais j'en reparle juste après. J'aimerais juste revenir sur ce problème de démarrage lent. Afin de pouvoir diagnostiquer, j'ai utilisé mon backup pour revenir en arrière et j'ai refait l'installation des drivers du chipset, à la mano cette fois, à partir du gestionnaire de périphériques et des fichiers INF. De cette manière et en installant les drivers un par un, j'ai identifié que c'était le pilote réseau qui ralentissait le démarrage. Alors j'ai parlé de ce souci à un amateur de matériel rétro et il m'a trouvé un article qui explique que cela se produit lorsque Windows 98 n'est pas branché à un réseau. Une solution simple dans ce cas est de désactiver la carte réseau. Et à partir de là c'est bon, le boot est désormais à nouveau rapide. Retour à l'installation des pilotes avec celui pour l'audio. Alors oui, suite à l'installation des pilotes du chipset, il y a déjà du son, mais d'après mes tests, il ne fonctionne pas très bien, il a tendance à grésiller. Et pour corriger ça, il faut installer les drivers de Realtek. Alors à terme, je prévois d'ajouter une carte son en PCI, mais pour mes tests, l'audio intégré suffira. Voilà, tous les drivers officiels de la carte mère sont installés. À partir de là, j'ai voulu voir si ma clé USB était détectée. Et en fait, c'est un peu compliqué. Windows 98 supporte l'USB 1.1, ce qui lui permet de détecter que des périphériques sont branchés. En revanche, il ne sait pas forcément comment les utiliser. Alors avant de continuer, une petite mise en garde. Je vais évoquer un driver non officiel que l'on trouve à droite à gauche sur internet, donc il faut être extrêmement prudent. Et si vous avez d'autres informations sur ce driver, par exemple, est-ce qu'il a un site officiel, est-ce qu'il y a les sources quelque part, eh bien, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse fortement. S'il vous plaît.
Après une petite recherche sur le web, j'ai découvert qu'il existe un driver communautaire, le Maximum Decim Native USB Drivers, ou NUSB tout simplement. Le problème est qu'il ne semble pas exister de site officiel ni de source, on ne trouve que des versions hébergées par les utilisateurs, ce qui n'inspire pas vraiment confiance. Et en plus, certains antivirus détectent des choses dedans. Alors je pense qu'il doit s'agir de faux positifs puisque ce driver doit altérer les fichiers de Windows. Pour ce test, je vais prendre le risque, mais je réitère mon appel à la prudence. Alors il existe plusieurs versions de NUSB, et il faut le prendre en français, sinon le système va passer en franglais et c'est un peu bizarre. Là, j'ai installé une version 2.2, et après avoir redémarré, Windows dispose du pilote USB générique. J'ai dû aller dans le gestionnaire de périphériques pour trouver ma clé et réinstaller le driver, et maintenant elle est reconnue comme périphérique de stockage amovible. Par contre, en testant la copie d'un gros fichier, je me suis aperçu que le transfert était extrêmement lent. 6 minutes 51 pour 387 mégaoctets, ça fait un débit de 1,06 mégaoctets par seconde, ce qui correspond à la norme USB 1 Full Speed, qui est de 12 mégabits par seconde. Ma carte mère est censée fonctionner en USB 2.0, mais il manque probablement un pilote pour ça. Alors, je vais vous faire la version courte, mais après pas mal de recherches et de tests, j'ai fini par installer le driver NUSB en version 3.3, car il intègre des pilotes pour l'USB 2.0. Voici comment procéder. Tout d'abord, assurez-vous de n'avoir aucun driver USB installé ni aucune clé branchée. Si possible, faites même une réinstallation de Windows. Vous pouvez tout de même installer le driver du chipset. Ensuite, installez le driver NUSB 3.3F. F pour French. Rebooter. Dans le gestionnaire de périphériques, allez chercher le fameux PCI Universal Serial Bus, demandez à réinstaller le driver, il sera maintenant automatiquement reconnu. Redémarrer. Et voilà, les débits de la clé USB sont désormais bien meilleurs. En USB 1, la copie de mon fichier de 387 mégaoctets, qui est une ISO de Debian, a pris 6 minutes 51. En USB 2, elle n'a pris que 1 minute 36, ce qui donne un débit de 4,25 mégaoctets par seconde, ce qui est encore très loin du maximum théorique de l'USB 2, mais c'est tout de même beaucoup mieux. Après toutes ces péripéties avec l'USB 2.0, il est enfin temps de passer au driver de la carte graphique. Cette fois, rien à signaler. Après le reboot, la carte est correctement détectée et le support des résolutions et profondeurs de couleur est maintenant bien plus étendu. Allez, je vais tester un petit jeu, Tomb Raider 5, sur les traces de Lara Croft. Regardez les citations en bas. Un flashback digne des meilleurs épisodes de la série. C'est drôle quand on sait que c'est probablement l'épisode le plus détesté après Angel of Darkness. Moi personnellement, j'aime bien ce Tomb Raider 5, c'est mon plaisir coupable comme on dit. Et oui, je sais que ma config est overkill pour ce jeu. À l'époque, j'y jouais sur une ATI Rage Pro, une carte qui date de 1998, alors que là, ma GeForce 4, elle date de 2002, 4 ans après. Comme prévu, ça marche plutôt bien. Par contre, le son est capturé par la caméra, donc il sera assez mauvais pour vous, mais de toute façon, je ne compte pas faire un let's play, c'est juste pour la démo. Bon, et bien ce build est très concluant, je trouve. Les drivers fonctionnent bien, le CPU chauffe très peu, la ventilation est très discrète. Et si vous voulez une autre histoire drôle, eh bien sachez que lorsque j'ai terminé de filmer tous mes rushs, au moment où je rangeais ma carte mère, eh bien dans la boîte, j'ai trouvé un CD de driver. Et alors que sur le site d'Asus, il n'y a que 2 drivers à télécharger, eh bien le CD-ROM est beaucoup plus généreux en contenu. Déjà, il propose un driver USB 2.0, ce qui est cool, même s'il faut toujours le pilote non officiel NUSB pour que les clés soient reconnues. Mais il propose aussi plusieurs logiciels, par exemple un qui permet de mettre à jour le BIOS, un outil de monitoring qui permet de surveiller les températures, les vitesses de ventilateur et les tensions de la carte mère, et 2-3 trucs moins intéressants comme par exemple une vieille version d'un antivirus. Ça valait la peine de le mentionner, même si au final ça n'aurait pas changé mon avis sur cette carte mère. Alors, un inconvénient cependant à cette carte mère, c'est sa taille. Puisque c'est pas nouveau, mais ATX c'est grand, donc ça va nécessiter un boîtier assez grand. Et le pire, c'est que je n'ai pas l'utilité d'avoir autant de ports PCI.
Il y en a 5 et moi je prévois de n'en utiliser qu'un seul pour l'instant. Allez, il est temps de tester la plateforme Intel. Il s'agit donc de la carte mère ASRock avec l'Intel Celeron D à 2,66 GHz et 512 Mb de mémoire. Et alors je ne l'avais pas mentionné jusqu'à présent, mais cette carte mère dispose de 2 ports SATA, ce qui est un avantage non négligeable pour le cable management par rapport aux énormes nappes IDE. Il faudra que je teste ça ultérieurement. Alors je vais encore digresser un peu, mais regardez ce port un peu étrange à l'extrémité de la carte, tout petit, minuscule. Il s'agit d'un connecteur AMR pour Audio on Modem Riser. Et comme son nom l'indique, il était destiné à accueillir des interfaces modem ou audio. Mais à la différence du PCI, il ne savait fonctionner qu'avec des périphériques low cost qui délèguent tout le travail au driver et au CPU. Si vous avez déjà entendu le terme de WinModem, eh bien il s'agit exactement de ça, et c'était une véritable calamité, surtout en ce qui concerne la compatibilité avec Linux. Heureusement, AMR n'a jamais vraiment pris et est tombé assez vite dans l'oubli. Pour revenir au test, je ne vais pas vous refaire l'installation de Windows 98 de A à Z, je vais plutôt vous parler de la ventilation et de la température. S'il y a une chose dont on ne se rend pas compte sur la vidéo, c'est que ce processeur Intel Celeron D chauffe beaucoup. Le ventilateur tourne à fond, il n'y a pas de régulation, pas de paramétrage dans le BIOS, donc il mouline et il fait pas mal de bruit. Alors il existe un moyen de tricher. Il y a plus de 10 ans, quand j'ai acheté un Ventirad Noctua, dans le bundle il y avait ce petit câble qui se branche en série avec le ventilateur. Il comprend une résistance qui permet de diminuer la vitesse. Alors c'est pas forcément le plus propre, car une résistance ça veut dire qu'on consomme de l'énergie inutilement, mais en tout cas ça fonctionne bien. Le Ventirad est maintenant silencieux. Et pour l'impact sur les températures, il est d'environ 5 degrés Celsius. En effet, en conditions nominales, lorsque le ventilateur tourne à fond, eh bien le CPU est à 46 degrés Celsius environ. Et lorsque l'on ajoute la résistance, qui diminue la vitesse du ventirad, eh bien la température monte à 51 degrés Celsius. Alors pour compenser ça, on peut diminuer la fréquence du CPU. Par exemple, si je passe de 2,66 GHz à 1,5 GHz, eh bien je retombe à 46 degrés, mais avec le ventirad au ralenti cette fois. Et pour comparer, le CPU AMD 2200+ à fréquence nominale, c'est-à-dire 1,8 GHz avec la ventilation au minimum, ne chauffe qu'à 34 degrés. Je vous laisse en tirer vos conclusions. J'ellipse donc l'installation de Windows 98 pour arriver directement à la partie qui nous intéresse, les drivers. Pour les pilotes USB, j'ai procédé un peu différemment. Le constructeur fournit un pilote USB 2.0, donc autant l'utiliser. Du coup, j'ai installé le driver universel NUSB en version 2.2, c'est-à-dire celle qui ne comprend pas de pilote USB 2.0, puis j'ai ensuite installé le driver USB 2.0 du constructeur ASRock. Et j'espère que mon explication n'est pas trop confuse. Là encore, j'ai installé un petit jeu pour pouvoir tester. Cette fois, j'ai mis Age of Mythology. J'adore ce jeu. J'y joue régulièrement sur sa version Steam et j'ai d'ailleurs dépassé les 350 heures d'utilisation. Par contre, désolé, mais lors de la capture, j'avais pas vu que ça faisait un effet de scintillement. Je pense que la fréquence de refresh de l'écran devait interférer avec la vitesse de capture de mon iPhone, et j'espère que ça sera pas trop gênant. Bon, eh bien ce build me semble tout à fait correct lui aussi. Et parmi ses qualités, je dois citer la présence des ports SATA, ce qui permet de faire du vrai câble management contrairement à l'IDE. Et je dois dire que le format micro ATX est quand même appréciable puisqu'il permettra d'avoir un boîtier beaucoup moins grand et donc qui prend beaucoup moins de place. Pour les inconvénients, eh bien le CPU chauffe beaucoup et la ventilation est très bruyante. Alors comme je l'ai dit, il est possible de s'en sortir avec une petite résistance qu'on va mettre en série sur le ventirad et de l'underclocking. Par contre, ça reste du bricolage. Mais après, l'autre solution, c'est d'acheter un gros ventirad style Noctua, ou alors carrément de changer de CPU pour en prendre un qui chauffe moins, mais je ne sais pas si ça existe. Alors maintenant que j'ai testé ma config AMD et ma config Intel, que puis-je en dire? Les deux fonctionnent bien, je n'ai pas eu de problème matériel et les drivers fonctionnent plutôt bien. Le seul problème, c'est la nécessité d'utiliser le pilote non officiel NUSB auquel j'ai un peu de mal à faire confiance, mais bon, j'ai pas trop le choix.
Pour revenir à l'aspect hardware, eh bien je dois quand même accorder un certain avantage à la plateforme AMD qui chauffe moins et qui est plus silencieuse. Et pour cette raison, c'est elle que je vais retenir pour mon build. Je vais donc mettre à jour ma fiche. Et je pense utiliser l'alimentation du premier épisode car elle est semi-modulaire, ce qui est un énorme avantage, et je mettrai l'adaptateur que j'ai retrouvé. Bon eh bien, je vais m'arrêter ici. Je sais que j'avais promis de choisir un boîtier et une carte graphique, mais les tests sous Windows 98 m'ont pris énormément de temps. On ne s'en rendra pas forcément compte sur la vidéo, mais j'ai fait énormément de réinstallation Windows. Beaucoup d'allers-retours entre les builds pour pouvoir tester les pilotes, surtout la partie USB 2.0. Donc pour éviter que cet épisode sorte dans 6 mois, eh bien je préfère l'arrêter ici. Je dois dire que j'ai beaucoup appris et réappris car je n'avais pas touché à Windows 98 depuis extrêmement longtemps. En tout cas, j'espère que mes retours sur les deux plateformes pourront vous être utiles, et j'espère aussi que je pourrai finaliser mon build prochainement. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé, à vous inviter à vous abonner, à mettre un commentaire, à cliquer sur le pouce bleu, etc. Et en attendant, je vous dis à bientôt.